soif de culture et d'artistes locaux, c'est avec Marie dans 5 cultures jusqu'à 13h sur Happiness. Votre émission 100% culture locale avec Marie. Bonjour à tous, vous êtes sur Happiness, il est midi et vous êtes dans votre émission Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Aujourd'hui à la réalisation, avec moi c'est comme toujours Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va pas trop mal, on a eu une semaine relativement ensoleillée, donc ça va bien, le moral est au beau fixe. On a de la chance en ce moment, le printemps est de retour. Alors on va pas crier victoire trop vite, mais en tout cas ce soleil il fait du bien. Et toi tu vas bien Cathy ? Oui, très bien, très très bien. Eh bien Cathy, ce midi nous recevons Valère Staracelski, je l'ai bien dit ? Alors là, bravo pour la prononciation. Là, c'est l'entrée directe pour la comédie française. Oh, alors écoutez, on arrête l'émission, j'y pars tout de suite. Moi, c'est mon rêve. Donc, bonjour Valère. Bonjour. Bonjour Comment Marie. vas-tu ? Écoute, ça va plutôt bien pour ce samedi midi. Samedi midi. Voilà, ce samedi midi, voilà. C'est le week-end, donc ça va. Donc ça va. Alors Valère, en fait, je vais te laisser te présenter, tout simplement. Qui es-tu ? Qui je suis ? Je suis un homme de 69 ans. J'ai grandi dans l'Île-de-France. Je viens socialement de ce qu'on appelle les classes d'en bas. C'est-à-dire que pour donner une idée un petit peu, j'ai eu ma première douche accessible, c'était l'âge vers 23-24 ans. Mais c'était comme ça à l'époque, c'était pas grave, c'est pas grave. J'ai commencé à travailler à 15 ans et j'ai suivi des études. Et j'ai suivi des études longues. Je ne pensais pas aller aussi loin. Je suis allé jusqu'à un doctorat de lettres. Voilà. Et en fait, j'ai été prise en charge adolescent. Enfin, prise en charge. J'ai eu deux voies. Une voie un petit peu, j'allais dire, pas catholique, mais bon, j'étais quand même... on n'avait tellement pas de fric que j'ai été récupéré dans une école privée tenue par des cathos, ce qui fait qu'on ne payait pas. Donc j'ai pu aller jusqu'au bac comme ça. Coup de chance. Je pense que dans un lycée public, je n'aurais pas pu. Et je suis entré aux Jeunesses communistes, au Parti communiste, très tôt, et que je n'ai jamais quitté, malgré toutes les déceptions, les déboires et tout, mais bon, voilà. Et donc, en fait, j'ai mené des études parallèlement à un engagement politique qui m'a amené aussi à travailler au Sénat à 20 ans, à faire la revue de presse, Place du Colonel Fabien, en pleine négociation du programme commun. Donc je prenais l'ascenseur avec des gens comme Mitterrand, etc. C'était Place du Colonel Fabien. Donc j'ai vécu ça en direct, j'avais 20 ans, en 77. Et puis ma foi, j'étais militant. Donc on m'a dit, toi, tu vas finir à la direction du Parti communiste et tout. J'ai dit, oh là là, non, moi je veux faire autre chose. À 15 ans, j'avais fait du stop en rentrant chez moi et j'étais tombé sur un type qui avait une petite Peugeot, et qui hurlait après une dame devant qui avait mis son clignotant à droite, qui est tourné à gauche. Et puis après, il s'est calmé, il m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. J'ai dit, je voulais être écrivain. Il me dit, je m'appelle Michel Tournier. Je viens d'avoir le prix Goncourt, je ne connaissais absolument pas. Et donc voilà, j'ai suivi des études. Et tu es resté en contact avec Michel Tournier après ? Il m'a raccompagné jusque chez moi. Et il m'a dit, venez me voir quand vous voulez, Valère. Et j'ai jamais osé. Parce que lui, il faisait partie d'un autre monde, etc. Et j'ai jamais vraiment osé. Mais ça m'a marqué. Du coup, j'ai lu ses bouquins. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Michel Tournier, donc prix Goncourt. Prix Goncourt, je ne sais plus en quelle année. Et c'était un écrivain très, très lu et très connu il y a à peu près 20 ans. Il est mort il y a 10-15 ans, quoi. Voilà. Et puis, ma foi, j'ai continué à travailler, politiquement. Et ensuite, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse mes études pour être autonome. Donc, je suis devenu pion, maître d'internat, pendant assez longtemps, super. Et j'ai encore des élèves que je vois aujourd'hui. Et puis, jusqu'à un doctorat, là, le directeur de thèse, Jean Levaillant, me dit, Valère, j'ai encore un pouvoir au ministère. Est-ce que vous voulez devenir maître de conférence ? Or, j'étais chargé de cours et j'ai assisté à des réunions de profs qui, pour moi, étaient des dieux avant que je ne les voie entre eux. Et quand j'ai vu que c'était des chiffonniers, un peu,
Ça m'a un peu... Le mythe est tombé. Le mythe est tombé. Donc j'ai fait totalement autre chose. J'ai passé mon doctorat. Et puis j'ai fait tous les boulots. Déjà, à 15-16 ans, j'ai lavé des morts. J'étais homme de ménage. J'ai fait 1000 boulots, mais passion. Serveur, t'entends, ça rapportait pas mal. Hein. Et puis ensuite, j'étais en fait j'étais rédacteur en chef du journal du CE d'EDF GDF, qui tirait à 310 000 exemplaires et qui était lu, figurez-vous. Et parce que j'y publiais des nouvelles d'ailleurs, hein, des nouvelles d'auteurs à chaque fois. Et puis on parlait du boulot des gens qui bossent au GDF, quoi, qui sont sur les barrages, dans les centrales nucléaires, etc. J'avais même publié un texte de Svetlana Alexievitch qui avait écrit sur Tchernobyl, un livre terrible. Et il m'avait laissé faire. Ensuite, j'étais directeur de la culture, parce que c'est un CE où la CGT était très puissante et qui dispensait, alors je ne sais pas aujourd'hui, mais entre 6 et 7 millions d'euros pour la culture. Notamment, c'est les premiers diffuseurs de spectacles vivants. Donc beaucoup d'artistes, d'écrivains, etc., commençaient dans les centres de vacances avec les gens qui arrivent en Bermuda, tout ça, pour regarder du théâtre ou écouter Amin Malouf, le musicien, par exemple. Et puis ensuite, on m'a appelé au Journal d'Humanité. Au Journal d'Humanité, ça n'a pas duré longtemps parce que pour des désaccords politiques, je suis allé bosser avec Fabien Roussel et à l'Humanité, ils n'aiment pas Fabien Roussel. Ils préfèrent Jean-Luc Mélenchon. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis depuis, je travaille à Tremblay en France, qui est une ville de Seine-Saint-Denis. Je suis directeur des publications. Voilà. Et dès que j'ai un peu de temps libre, dès que je peux voler du temps, je lis et j'écris. Et tu écris. Et c'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. Voilà. Parce que tu écris. Alors, j'ai pas la liste complète, mais tu as écrit un certain nombre d'ouvrages. Pas mal. Enfin, 10 romans, des nouvelles, et puis beaucoup de livres. Par exemple, j'ai écrit des livres sur la fête de l'UMA. J'ai écrit des livres sur l'histoire du journal d'Humanité, avec Roland Leroy, d'ailleurs, qui était un dirigeant historique. Et puis, un autre aussi sur la vie ouvrière de la CGT. Tout ça, c'est des bouquins militants que j'ai faits. En fait, j'en ai vendu beaucoup de ceux-là, mais bon, voilà, c'est pas ça qui m'enrichit, ce que je laissais. Et puis sinon, je travaille, j'écris des essais aussi, parce que j'ai fait une thèse sur Aragon, sur le dernier Aragon, après le stalinisme. Alors, parce que j'ai lu ça dans ta bio, tu es essayiste. Donc, essayiste, c'est quelqu'un qui écrit des essais. Oui. Qu'est-ce que c'est un essai ? Alors un essai, on prend un sujet et puis on essaye de le traiter de manière non fictionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, Aragon, j'en ai écrit 3, mais l'essentiel, c'est Aragon qui est à la fois communiste et à la fois écrivain. Et donc je le suis tout au long de son parcours, des tranchées de 1914 jusqu'à la fin. Donc je découvre des choses. On dit Aragon a écrit une ode à Staline. Il n'a jamais écrit d'ode à Staline. Il a écrit d'autres choses, des conneries. Mais pas ça. Voilà, donc c'est une façon de renseigner les gens qui s'intéressent à un sujet de manière pas théorique, mais en tout cas pas fictionnelle, quoi. C'est-à-dire on est dans quelque chose de presque scientifique. Enfin, c'est-à-dire alors, voilà. Du coup, là, la différence entre un essai sur Aragon et une biographie d'Aragon, ça serait quoi ? C'est que l'essai, on commente un peu les choses. C'est-à-dire, on dit, on a le droit de prendre parti dans l'essai. Un petit peu, c'est ça. Voilà, on peut dire, il manquait de fric. Et comme il manquait de fric, c'était pas, il pouvait faire très aristocrate, mais voilà, il vivait quand même simplement. Voilà, on peut dire des choses, oui, on peut dire, il est écrit sur Barrès ou sur d'autres, ou sur Breton, mais voilà ce que nous on pense. Donc voilà, donc Aragon, ce que j'ai écrit s'appelle Aragon, la liaison délibérée entre politique et art. Et en fin de compte, c'est un bouquin qui continue à être lu, parce que c'est un auteur qui a été quand même passé sous silence très très longtemps, à cause de son appartenance au Parti communiste. Oui, et puis il n'est pas forcément étudié à l'école. Alors c'est venu, mais après longtemps. Par exemple, j'ai fait un roman sur Jean de La Fontaine. Ah. C'est pareil, lui aussi. Lui, on l'étudie à l'école. On l'étudie, mais pendant un temps, on ne l'a pas étudié.
On l'a mis de côté parce qu'il était aussi un peu gênant. Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs. Et en même temps, La Fontaine, c'est une immense liberté. Jean de La immense Fontaine liberté. était très subversif. Oui, lui, il passait pas la télé. Ah non, et il touchait pas du fric. pas. Et il touchait pas. Non, mais je veux dire par là qu'il n'était pas reconnu du tout. Et il était. Non, il est pas reconnu. Il est pas pensionné par Louis XIV, alors que Racine, Boileau le sont. Et à la fin de sa vie, il vit dans une rue de Paris, Saint-Honoré. Il n'y a pas de carreaux, il n'y a pas de vitres. Voilà. Et il doit partir en Angleterre. Parce qu'il y a la chasse aux protestants, etc., après la révocation de l'édit de Nantes. Et lui, il est très, très... En fait, il est récupéré par une dame. Et j'ai oublié son nom d'ailleurs. Enfin bref, il est logé par elle, parce qu'à 50 ans, il est clodo, quoi. Il est à la rue. Hein. Et donc, non, c'est pour ça qu'on a toujours des images comme ça. Et en fait, donc là, j'ai écrit un roman qui s'appelle Le Maître du Jardin, dans les pas de Jean de La Fontaine. Le Maître du Jardin, pourquoi ? Parce que ce qu'il écrit, c'est comme dans un jardin, c'est local, mais ça s'applique au global, à tout. D'ailleurs, après, Voltaire écrira, lui, il faut savoir cultiver son jardin. La Fontaine, lui, a su le cultiver. Oui, donc je termine, il était presque partant pour l'Angleterre, mais au dernier moment, c'est Fénelon, qui était le précepteur du fils du roi, qui a fait un chèque, quoi, pour qu'il puisse rester en France. Donc tout ça, c'est mêlé à l'histoire, tout ça, c'est mêlé à toutes ces choses-là, et c'est jamais très, très simple. Mais Jean de La Fontaine, oui, c'est extraordinaire. C'est un personnage... on a l'image de ses fables et puis on a l'image effectivement du personnage avec la perruque dans la cour de Louis XIV qui est effectivement pas du tout... Non, il n'y était pas. Ah non, il y était pas. Et puis ce qu'on a du mal aussi parfois à saisir, c'est qu'en fait, il critiquait énormément et que toutes ces fables... Il passait au rayon X la société et au qui a mis en vitriol. place, et au vitriol qui a mis en place Louis XIV. Donc Louis XIV, il n'aimait pas vraiment ce Jean de La Fontaine. Hein. Non. Ni lui, ni Colbert. C'est surtout Colbert qui l'aimait pas. Qui était un personnage très très rigolo, Colbert. Oui. C'était un grand marrant. Voilà. Louis XIV à côté était drôle, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'est la différence entre essai et roman. Et fiction, parce que moi je considère que, alors je crois que c'est Kundera qui dit ça, il dit l'inconscient avant Freud c'est dans les romans, la lutte des classes avant Marx c'est dans les romans, et Aragon lui dit le roman c'est vraiment un instrument de connaissance, pas de savoir, de connaissance, c'est-à-dire qu'il y a lecteur, il y a une naissance commune du lecteur et de l'auteur, et il dit par exemple, moi je dis, pour comprendre le 19e siècle, Marx, lui, voulait faire un travail sur Balzac, mais il est mort avant. Parce que quand on dit Balzac, on comprend profondément cette partie du 19e siècle. Au 20e siècle, je pense qu'il faut lire Céline, Aragon, un certain nombre d'auteurs pour comprendre. Et c'est vrai que beaucoup plus que des essais, ou en tout cas des théories ou des choses comme ça, le roman, quand c'est pas du roman nombril, etc., quand c'est vraiment du roman où on essaie de toucher à l'universel, quoi, enfin aux autres, c'est vraiment un moyen de connaissance formidable. Je veux dire, pour comprendre, par exemple, ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, il suffit de lire Ivo Andrić, le bouquin de 61, Un pont sur la Drina. On comprend tout. Pour comprendre le Brésil, on peut lire, comment s'appelle-t-il, j'ai oublié son nom, ce grand ça va me revenir, mais en tout cas, là, parce que je pense à Aléro Carpentier, qui lui est pas du tout brésilien. Non. Mais voilà, moi je pense que on a un trésor avec les romans. On a vraiment un trésor de connaissances, quoi. Et c'est alors quand on écrit après tout ces gens-là, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le plaisir. Hein. Chez Sterheim, c'est génial. Un Broglio Negro. On comprend plein de choses. Et on comprend avec le cerveau, avec l'intelligence, mais aussi avec le cœur. Mais dans un roman, d'ailleurs, le mot romancé vient de là. On a parfois tendance à transformer un peu pour arranger l'histoire. On n'est pas dans un livre historique.
Donc on peut effectivement toucher une époque, mais il y a souvent des approximations. Oui, alors le roman, mais c'est pas grave. Ce qui est inventé, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. C'est inventé, c'est-à-dire qu'on dit souvent que la fiction est toujours dépassée par le réel. Le réel est encore bien plus pire ou meilleur, etc., que la fiction. La fiction, on peut dire des choses qui ne sont pas exactes, mais qui sont vraies. Voilà. On a un autre moyen. C'est-à-dire qu'on peut, on prend des personnages, on les suit, mais n'empêche que ces personnages vivent, disent, transmettent des choses vraies. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, quand on lit des romans, on apprend. Eh bien, on continue à parler écriture, roman, essai et tout ça, juste après la pause musicale. Restez avec nous sur Happiness. Vous êtes toujours dans Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. À la réalisation, c'est Cathy qui est toujours avec nous. Rebonjour Cathy. Rebonjour. Tu vas toujours aussi bien? Très bien. Eh bien Cathy, nous sommes avec Valère Staracelski. Et je l'ai bien redit une deuxième fois. Parfaitement. Alors là, c'est la comédie française stagiaire. Ah ouais, non, mais je vais finir en patron, c'est sûr. Donc Valère, tu es auteur, donc essayiste. On a parlé en première partie de l'émission de la notion de qu'est-ce que c'est un essai. Un essai, oui. Mais tu n'as pas écrit que des essais. Non, j'ai écrit plus de romans que d'essais. Oui. Tu as écrit plus de romans que d'essais. Alors comment tu en es venu au roman ? Eh bien, comment j'en suis venu au roman ? Dans ma campagne, dans mon petit village d'Île-de-France, il y avait encore des chevaux qui passaient, et qui passaient avec le père Marache qui les conduisait. Il y avait la bibliothèque rose et la bibliothèque verte. Ah oui. Donc je lisais tout ça, bien sûr. Et après, j'ai lu des aventures de William. Et tout à coup, à l'âge de 13 ans, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle Le vieil homme et la mer, d'Ernest Hemingway. Alors, il paraît qu'il a écrit 800 fois. Ah bon ? Alors, je ne sais pas s'il a écrit 800 fois. Oui. Zola, lui, il faisait 5 couches. Marguerite Duras, 18. Aragon, pratiquement une ou deux. Il écrivait de manière péripatéticienne, comme ça. Ça, c'était de manière péripatéticienne. C'est-à-dire comme quand on marche. D'accord. On marche. Ce sens-là du et ça mot. vient, oui, par Ok. association. Ça, c'était le travail d'écriture des surréalistes, l'écriture automatique. Et de toute façon, la littérature, il y a beaucoup de ratures dedans. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui sort. Et puis, il faut reprendre tout ça, 100 fois sur le métier, etc. Et même lutter contre ce qui sort. Parce que ce qui sort, souvent, c'est des clichés ou des choses. Donc, on essaie de trouver le mot juste, l'expression juste, l'image juste. Mais on essaye, mais on n'y arrive jamais. On a beau dire ce que l'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit. Donc, c'est infini. Mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et donc, quand j'ai lu Ce vieil homme et la mer, je me dis, mais bon de là, c'est quand même extraordinaire ce truc, quoi. Le combat toute la nuit et le combat perdu, ces images, j'étais un peu choqué parce qu'il parle de la couverture jaune de la mer, on aurait dit qu'elle faisait l'amour en dessous, tout ça. Et puis après, j'ai enchaîné. Ça t'a donné envie de lire à ce moment-là. De découvrir et d'être transporté dans d'autres mondes, dans d'autres visions et de densifier ma propre vie, quoi. C'est-à-dire je me suis dit, mais là, il ne faut pas que je loupe ça. Et donc après, j'ai enchaîné et je n'ai jamais cessé de lire. Alors, comme je travaillais en même temps que j'allais au lycée, j'avais peu de temps. Alors non seulement j'enviais ceux... j'ai jamais envié ceux qui allaient au ski parce que je ne sais pas en faire. Mais j'enviais ceux qui avaient du temps. Et dès que j'avais un peu de temps, effectivement, je lisais des romans. Et c'est pour ça qu'à 15 ans, j'ai répondu ça à Michel Tournier dans sa voiture. Parce que pour moi, les écrivains, c'était Dieu, quoi. Il n'y avait pas au-dessus. Et comment tu passes le cap de lecteur à je prends un crayon ou une machine à écrire à l'époque, j'imagine,
Et puis, j'y vais, je me lance. Comment on fait ? Alors, j'ai commencé par tenir un journal quand j'avais 14 ans, 15 ans. Ensuite, plus rien. Et puis, il se trouve que mon histoire personnelle, je n'ai pas été élevé par mes parents, j'ai été élevé par un oncle et une tante qui avaient perdu un enfant à l'âge de 3 ans. Donc, en gros, je suis un enfant volé. Et ma mère, elle, était en hôpital psychiatrique parce qu'elle était psychotique, elle était folle, quoi. Et mon père nous s'était séparés. Et moi, j'ai rencontré mon père à l'âge de 27 ans. Bien. Je me suis mis à écrire, en fait, vraiment écrire, après avoir fait une analyse. D'accord. Mais c'est-à-dire que cette analyse a diminué le bloc de bêtises qui était constitué par ma névrose. Et d'abord, j'ai rien payé. Pas un centime. C'était au bureau d'aide psychologique universitaire, boulevard Montparnasse, avec Madame Kolomonos, qui devait être d'origine grecque, et qui connaissait parfaitement la littérature, ce qui fait que je pouvais lui parler de bouquins, et l'analyse s'est fait beaucoup à travers les bouquins, à travers les romans que je connaissais, etc. Et donc, j'ai retrouvé mon père à l'issue de cette analyse. Et elle m'a dit, écoutez, c'est le père qui donne la langue. Et une fois que j'ai retrouvé mon père, qui était d'un autre milieu social, lui, qui était très étonné d'avoir un fils qui s'en était réchappé à peu près, qui n'avait pas fini gangster ou je ne sais pas quoi. Et donc là, j'ai commencé à écrire. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Et j'avais décidé d'écrire, donc j'avais 28 ans. Et je reniflais, sans me rendre compte. Et une étudiante en face m'a dit, écoutez, elle m'a fait comprendre que je reniflais. Je dis, écoutez, je suis désolé, je m'en suis pas rendu compte. Et pendant 3 ans, j'ai écrit mon premier roman, que j'ai mis un temps fou à la faire éditer, parce que personne n'en voulait, mais bon, c'est comme ça. C'était un roman sur ton histoire, sur toi, ou rien à voir ? C'était un roman sur... il y avait 2 histoires. L'histoire de mon oncle qui m'a élevé, qui a fait la guerre avec le colonel Fabien. Donc c'est quand il avait bu, il raconte, ici on n'en parlait pas, il racontait quand il rentre à Paris et qu'il va jusqu'au Danube, jusqu'en Allemagne avec le colonel Fabien, donc c'est régiment communiste, quoi. Et bien après la mort du colonel Fabien, parce que le colonel Fabien sera comment dire, il va un soir leur démontrer qu'il faut aller porter des mines derrière les lignes allemandes. Et quand ils quittent la mairie à Absheim où ils sont, la mairie saute. En fait, ils pensent que c'est quelqu'un qui était à la LVF qui avait déclenché un piège sur la bombe qu'il avait, enfin une bombe qu'il devait porter, quoi. Et d'ailleurs, ils ont fusillé ce type-là après parce qu'il l'avait violé. Enfin bon, bref. Donc il y a 2 histoires qui se mêlent. C'est ce type qui fait la guerre et son petit-fils qui, lui, vit l'arrivée de François Mitterrand comme président de la République. Donc c'est un mélange. Et d'ailleurs, ce roman, dans la folie d'une colère très juste, j'écoute beaucoup de musique classique et j'entends une musique formidable de Vivaldi et je finis par retrouver le titre en latin. Et voilà. Et en fait, ce roman... j'ai manqué le prix Fénéon, Félix Fénéon, meilleur romancier de moins de 35 ans. C'est Cahuzac qui l'a eu, mais moi, il était trop politique, le mien. Je racontais des choses, je racontais une réunion de cellules du Parti communiste, mais des vraies, quoi, des choses qui étaient, à mon avis, passionnantes, avec des gens qui avaient été déportés, etc. Et Cahuzac, du coup, lui, il a arrêté d'écrire, il est devenu libraire. Et voilà, donc ça, c'est le premier roman. Et après, donc, t'écris ton premier roman, personne n'en veut, tu nous as dit, j'ai mis un temps fou à le faire éditer. Oui. Tout de suite, t'as voulu le faire éditer ? Oui, bien sûr, mais alors, je l'ai fait éditer en fait grâce à Simone Gallimard, qui m'a dit, franchement, d'ailleurs, bon, franchement, c'est très très bien et tout, mais on ne prend pas à Gallimard parce que c'est quand même, il y avait beaucoup de politique dedans. Et fort de cette lettre, j'ai réussi à le faire publier dans une maison d'édition qui s'appelait Messidor. Et j'en ai vendu pas mal d'ailleurs. Et puis, j'ai eu un très bel article dans le magazine littéraire signé Philippe Lacoche. Ah, et on l'a reçu ici, Philippe. Oui, et ce Philippe Lacoche, je l'ai retrouvé 15-20 ans après dans un salon. Je dis, mais est-ce que vous êtes le Philippe Lacoche ? Oui.
on a arrosé ça. Donc voilà. Et puis après, j'ai continué à écrire, mais des nouvelles, des choses. Et après, ça devient comme une drogue, quoi. Alors, une nouvelle, c'est une histoire assez brève, c'est oui, ça ? C'est ça. Hein, C'est avec une attaque et une chute. Comme disait Fitzgerald, l'écrivain américain, pour une nouvelle, il faut une bouteille de whisky. Alors, pour un roman, vous imaginez. Donc voilà. Mais la nouvelle, c'est quelque chose de très fort. Quand on lit les nouvelles des Américains, David Salinger, quand on lit les nouvelles des Russes, etc., c'est vraiment, c'est très beau. C'est très. J'en ai mis une sur mon site qui fait peut-être 10 lignes. C'est un enfant qui est abandonné, qui est tout seul et sa mère est morte et il est chez son père et chez sa belle-mère et il dort sur un tapis, etc. C'est très fort. Il y a des très très belles, il y a des nouvelles extraordinaires. Et alors l'avantage de la nouvelle, c'est que c'est pas de la lecture au long cours, donc même si on n'est pas un gros lecteur, on peut l'apprécier assez facilement. Tout à fait, Marie. Alors, le problème, c'est qu'en fait, les nouvelles se lisent pratiquement plus. Il y a une chute de la lecture considérable en France, mais les nouvelles se lisent encore moins, alors qu'il y a des trésors aussi dans les nouvelles. Ah oui, il y a des choses très très intéressantes. Voilà. Alors écoute, Cathy me fait signe, donc c'est que c'est l'heure de la deuxième pause musicale. Déjà, oui, ça passe très très vite. Et puis écoutez, restez avec nous sur Happiness, on se retrouve tout de suite après ça. Sam Culture. Vous êtes dans Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Et aujourd'hui, on parle écriture et roman avec Valère Staracelski, troisième fois où je le dis bien. Valère, tu nous as expliqué un peu ce parcours qui t'a mené à l'écriture. Donc en fait, si je résume, donc tu es tombé dans la lecture à ta prime adolescence. Oui, tout à fait. T'en es jamais vraiment sorti. Non. Et puis à 27 ans, après une psychanalyse, un suivi psy, tu te mets à écrire. Tout de suite, tu trouves ton style, tes sujets. Ou est-ce que ça a été un processus qui est peut-être même pas encore fini, d'ailleurs ? Non, c'est difficile. C'est difficile parce que d'abord, on a un petit peu honte de s'exhiber. Honte ? Un petit peu honte, oui. En tout cas, moi, Céline disait la haine de soi. Moi, c'est plutôt la honte. Je dis, pourquoi j'écris ? De quel droit ? Pourquoi est-ce que je me mets mon moi en avant, etc. Enfin, je suis pas grand-chose. Pourquoi voilà. Il y a ça à surmonter. Ensuite, il y a la pratique de l'écriture. Il faut passer les bracelets de l'écriture. Alors, soit on écrit comme un sagouin, on n'en a rien à faire. Soit on essaie... je me souviens, ma tante elle disait toujours, quand on est pauvre et qu'on va dans le monde, on s'habille. Là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire on essaie d'avoir un style un peu... respectueux des autres, quoi, de soi-même et des autres. Donc c'est du travail. Voilà, parce que tu le disais, Hemingway, il serait repassé 800 fois sur le vieil homme et la mer. Donc ça veut dire en fait 800 fois où il a retravaillé son texte. Oui, c'est ça que tu entendais par là. Il a relu, voilà, c'est ça. Mais les écrivains, c'est ce qu'ils font en général, c'est-à-dire c'est une joute contre ce qui sort. Mais je pense que c'est pareil pour la peinture, je pense que c'est pareil pour la musique. Voilà, quoi. On essaie d'approcher au plus près ce qu'on voudrait dire. Alors, après, je me suis dit, moi, j'écris aussi parce qu'on ne m'écoute pas. Donc, j'écris. Après, je me suis dit, maintenant, je me dis, j'écris ce que j'aimerais lire. Ce que j'aimerais lire que je ne trouve pas. Parce que soit les auteurs sont trop dans quelque chose, soit ils sont d'un autre, leur vision est trop étroite, soit ils parlent que trop d'eux et pas suffisamment du monde. Donc moi j'essaie de, quand j'écris, je veux apprendre, quoi. Voilà. Donc là par exemple le prochain roman que je me suis mis en tête d'écrire, qui va s'appeler La bataille oubliée. Tu as déjà le titre ? Oui, j'ai le titre déjà, oui. Alors, je ne devrais pas le dire, ça porte malheur, mais c'est pas grave. C'est Sous Richelieu et Louis XIII, que j'ai écrit pas mal de romans historiques, en travaillant sur les documents. Par exemple, j'ai écrit L'adieu au roi, qui raconte comment on va retirer les corps des rois de leur cercueil pendant la Révolution, les sortir des cercueils et les balancer dans 2 fosses,
Pourquoi ? Parce que Laurent Deutsch explique, il est royaliste, il a le droit, hein, mais il explique que Robespierre est dans la basilique Saint-Denis et qu'il va couper un morceau de la moustache d'Henri IV, c'est faux, complètement faux. Donc du coup, je me dis, mais pourquoi il délire comme ça, à vouloir, avec la droite un peu extrême, machin, enfin, c'est des conneries. Donc je suis allé chercher un national et j'ai trouvé un journal, mais coup de peau, hein, d'un type qui s'appelle Ferdinand Gauthier, qui jouait de l'orgue dans la basilique au moment où ça s'est passé, et qui raconte, on ressort le corps d'Henri IV, on le met debout, sa momie. Et c'est un soldat qui va prendre un morceau de la barbe, se la porter comme moustache en disant « avec ça, je serai invincible ». On sort Louis XIV, donc on casse le premier cercueil en plomb et après le cercueil en bois, et il y a un Louis XIV qui est intact, mais tout noir. Et donc je raconte ce qu'on n'apprend pas à l'école, pourquoi ça s'est fait, comment, etc. etc. Et donc là, la bataille oubliée, sous Richelieu et Louis XIII, c'est la débâcle comme en 1940 à Paris. Ils n'ont pas de bagnole, mais ils ont des chariots et tout, et les gens s'en vont, ils quittent Paris à toute vitesse, parce que les Espagnols descendent de Hollande, et descendent et vont prendre Paris. Au dernier moment, Richelieu et Louis XIII décident, vraiment au dernier moment, de résister. Donc les bourgeois qui restent vont donner de l'argent, etc. Ils vont lever une armée qui va arrêter les Espagnols à Corbie en France. Corbie, donc, pas très très loin d'Amiens. Tout à fait. Et donc, en fait, pourquoi je raconte ça ? Parce que je pense que la nation, c'est quelque chose qui existe et qui existera encore longtemps. Et que je ne veux pas laisser ça entre les pattes de certains qui font une nation ethnique au lieu d'en faire une nation civique, et que la gauche a complètement dérapé là-dessus, complètement déconné. Donc moi, j'affirme, oui, ça existe, mais il faut le faire vivre autrement. Voilà. Et aussi, d'ailleurs, c'est ce que disait Henry Kissinger. Henry Kissinger disait le premier qui a compris qu'après les empires, d'ailleurs les empires sont en train de se reconstituer aujourd'hui, qui a compris qu'après les empires, il y aurait des nations et des nations-États, c'est Richelieu. Donc voilà, je vais essayer de creuser un peu ça, comprendre. Alors, je vais aller chercher des tas de documents, voir comment ça s'est passé, et tout, et puis de faire revivre tout ça. Alors ça, c'est le prochain, normalement. Et donc, voilà, ça me vient comme ça. Alors ça, c'est une passion pour l'histoire. D'où on vient, où est-ce qu'on va, comment ça se passe. Et après, il y a d'autres romans, comme Un homme inutile. J'étais au chômage. Et un type qui avait une cravate que je croisais dans la rue, j'étais dans une telle violence que ça devenait même pas un adversaire, un ennemi, quoi. Donc j'ai essayé de comprendre, et j'étais devenu un homme inutile. Et alors donc ça dépend du besoin que j'ai dans la tête à un moment donné, quoi. Voilà. Après, ça peut être des choses sur l'amour, hein, mais il y a toujours des choses sur l'amour dans mes romans, parce que comme dit Aragon, aimer et être aimé, le reste n'est que feuille morte. Et c'est justement ce qui nous vient, à mon avis, justement, on en parlera tout à l'heure, mais ce qui nous vient tout droit du christianisme. Je crois que c'est quelque chose qui a été mis devant par cette idéologie. Moi, je dis idéologie, je ne dis pas religion, mais enfin, par cette idéologie, cette invention, il n'y a pas au-dessus, c'est le centre, ça doit être l'amour. Alors, on va parler en dernière partie de l'émission du bouquin, qui est sorti il y a quelques temps, là, qui est encore tout neuf. Mais juste avant, j'ai vu que tu avais aussi écrit un roman jeunesse. Ah, c'est une copine. La jeune fille au ruban. Oui, c'est une amie qui est, Alors c'est marrant parce que c'est le bouquin qui a été traduit en espagnol, en grec, dans le monde entier. En fait, c'est une illustratrice. Et qui m'a tanné. Et donc, j'ai accepté, parce qu'elle était tellement gentille, tellement adorable. Et puis, c'est tellement beau ce qu'elle j'en ai fait 2 avec elle, alors je me souviens plus des titres, mais voilà. C'est quoi la différence quand on écrit pour des jeunes et quand on écrit un essai ou un roman d'idées, où là, on attaque un public qui est un peu plus mature. Comment on fait pour aborder ces écrits ? On fait très attention. On fait très attention et on écrit de manière exigeante, mais simple. Voilà, mais c'est long de faire simple.
Ouais, c'est certainement plus difficile Oui, c'est plus difficile. que de bien faire compliqué, en Oui, fait. enfin, compliqué, ou en tout cas, il y a des mots qui sont connus par les lecteurs. Par exemple, on m'a souvent demandé ce que voulait dire avinculaire. Alors, c'est vrai qu'avinculaire, c'est ce qui a rapport à l'oncle. Bon, voilà, Faut le savoir. Oui, il faut le savoir, c'est vrai. Voilà. Donc ça, je peux pas mettre ça pour des jeunes, pour des enfants. Ça demande plus de travail, plus de repasses, plus de relecture. Ah oui, pour les enfants, oui. Quoique, moi, je suis quelqu'un de, comment dire, j'allais dire, de très, très, très scrupuleux. Et je lâche le truc vraiment au dernier moment et encore jamais. Mais oui, ça demande du travail. On fait pas ça comme ça. Ouais. Ouais, Voilà. Non, c'est un vrai engagement, c'est un vrai. Et moi, je suis assez content, ouais, de la jeune fille au ruban, etc. Ouais. C'est un beau livre. Ouais. Ouais, pour les enfants, puis c'est très beau. Ce qu'elle dessine est très, très beau. Alors aussi, tu fais des chroniques. Tu es chroniqueur. Alors, Qu'est-ce que c'est une chronique, Valère ? Les chroniques, c'est le temps qui passe et on réagit sur des faits d'actualité. Et on se dit, non, là, franchement, tout le monde parle de ça, mais il ne parle pas de ce dont il faudrait parler. Donc moi, je vais donner mon point de vue et je vais l'étayer. Alors ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un fait divers, ça peut être, oui, en général, c'est des faits divers ou des expériences. Je sais pas, alors ça peut être l'élection d'un nouveau pape. Ça peut être une phrase entendue dans la rue, la politesse et la noblesse des pauvres, des choses comme ça. Et puis bon, en fait, c'est sur le temps qui passe, c'est des faits d'actualité et c'est des réactions par rapport à ça. Donc c'est comme si c'était des petits articles, quoi. Mais plus vivants, plus libres. Voilà, c'est un texte qui est souvent assez court. Oui, c'est ça. D'ailleurs, les chroniques, historiquement, on les trouve dans les journaux. C'est ça, voilà. Mais c'est libre, quoi. Mais c'est libre. Pas parce que bon, le journalisme, enfin, vous savez ça certainement mieux que moi. Il faut quand même, il faut des faits, des choses, etc. Tandis que là, je peux donner libre cours à mon opinion. Voilà, c'est pour donner mon opinion, mais en l'étayant, en disant voilà, moi je vous livre mon opinion là-dessus. Voilà. Et donc, si ça vous intéresse, dites-le moi, etc. Alors là, le dernier livre de chronique que j'ai fait paraître, il y a 1 an et demi, ça part ça part du pape François, justement, jusqu'à un type qui s'appelle Domenico Losurdo, qui est un philosophe historien qui est mort il y a à peu près 3-4 ans, qui s'appelle Domenico Losurdo, donc, qui est un penseur du communisme. Il dit, voilà, le communisme, ça n'est pas que les massacres. C'est bien d'autres choses et il dit bon c'est c'est bien d'autres choses et en fait il se situe dans la lignée de Gramsci, etc. Il dit le communisme a apporté des choses. Il a apporté le fait qu'on dise qu'un noir valent un blanc. Voilà, les noirs ça vaut les blancs. C'est les bolcheviks qui l'ont écrit pour la première fois, à tel point qu'aux États-Unis l'attorney général en 1952 dit il faut arrêter avec notre apartheid aux États-Unis, sinon ils vont tous devenir communistes. Ensuite, donc, c'est le décolonialisme, la place des femmes aussi, la première fois qu'il y a une femme qui est ministre en Union soviétique. Alors, tout ça, c'est contradictoire. Hein. Et puis, les acquis sociaux, quoi. Alors, après, moi, je pense que la France, c'est certainement le pays le plus communiste au monde, parce qu'on a plein de trucs qu'on a obtenus à la libération, la sécurité sociale, les services publics. Enfin, ils sont en train de mettre tout ça un peu. Mais voilà, donc, lui, il dit, voilà, maintenant, il dit, le problème, c'est effectivement le rapport avec la liberté. Donc Alain Badiou dit par exemple l'égalité devant la liberté, et Togliatti qui dirigeait le Parti communiste italien disait non, il faut les deux. Et c'est là que ça a péché beaucoup, mais pas en France. Et donc, en lisant des livres de chronique, effectivement, on apprend pas mal de choses sur l'histoire, sur les uns, sur les autres, avec un point de vue, bien entendu. Mais voilà, c'est aussi un style de lecture avec des textes assez courts, donc qui peut être assez accessible pour les personnes qui ne seraient pas forcément enclines à se lancer dans un long roman. Tout à fait, et sur des sujets complètement divers. Divers. Donc, tout le monde peut y trouver son bien sûr, compte. oui. On va marquer une dernière pause musicale et en revenant, tu nous parleras de ton roman Les Passagers de la cathédrale, qui est paru il y a quelques mois aux éditions du Cherche Midi. Mais en attendant, on se prend cette petite pause musicale. Restez avec nous sur Sam Culture.
Vous êtes toujours dans votre émission Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Cathy est toujours avec nous à la réalisation. Bonjour Cathy. Enfin, rebonjour Cathy. Oui, rebonjour à tout le monde. Bon Cathy, tu n'étais pas en train de prendre l'apéro? Non, on va le prendre pas encore. après l'émission. Alors oui, on a parlé apéro. Bah oui, forcément. Ça s'impose. C'est samedi, il fait beau. Mais l'émission ne traite pas que d'apéro. On parle aussi écriture, roman d'idées, chronique, essai avec Valère Staraselski. Rebonjour Valère. Rebonjour. Tu vas toujours bien? Ça va toujours très bien. Je suis très bien avec vous là. Hein. Ah bah écoute. C'est très détendu. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Bien sûr. Ouais. Alors Valère, tu es venu nous parler roman, écriture. Tu nous as raconté ton parcours, ton process d'écriture aussi. Tu nous as appris des choses sur Jean de La Fontaine, sur Hemingway et sur les autres. Mais tu es surtout venu nous présenter donc ton dernier roman qui s'appelle Les Passagers de la Cathédrale, Voilà. qui est aux éditions du Cherche-Midi. Mhm. Alors, dis-nous tout. Alors, c'est un peu un sujet osé. L'idée de départ, c'est quelle relation y a-t-il entre le christianisme, le catholicisme et le communisme? Carrément. Et en fait, il y a beaucoup de choses, y compris dans les bêtises, y compris dans ce qui ne va pas du tout. Je vais vous lire un extrait d'un texte de Paul Vaillant-Couturier qui date de 1936. Le capitalisme entend faire du ventre le principal organe de l'humanité et transformer l'esprit en marchandise. En 1936, il écrit ça. Sous son règne, toutes les valeurs immatérielles sont devenues des marchandises. Le capitalisme avilit la morale. Il s'attaque aux valeurs les plus sacrées comme un acide. Il dissout la moralité. Les communistes veulent aller toujours plus loin dans l'union du travail et de l'art. Ils se sentent très près des bâtisseurs des cathédrales, au service de l'esprit. Bon, je lis ça en 1936, et puis il y a un type qui s'appelle Slavoj Žižek, qui est un, je ne sais plus s'il est bosniaque, qui en fait est un philosophe, et qui écrit ceci: au lieu d'adopter cette position défensive qui laisse à l'ennemi le choix du lieu de l'affrontement, il s'agit d'inverser la stratégie en assumant pleinement ce dont on est accusé. Oui, le marxisme est dans le droit fil du christianisme. Oui, le christianisme et le marxisme doivent combattre main dans la main, derrière la barricade, le déferlement des nouvelles spiritualités. L'héritage chrétien authentique est bien trop précieux pour être abandonné aux intégristes. Voilà. Donc ce bouquin, c'est un bouquin qui essaye de dire en quoi le christianisme est toujours vivant, comme philosophie, comme idéologie, mais aussi comme religion, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se convertissent, qui sont plus baptisés bébés. Je fais une conférence sur Aragon, et il y avait 4 jeunes profs, dont une Marie, avec un Y, qui me dit: Valère, j'aimerais bien que vous veniez assister à mon baptême. J'y suis allé. Alors, je ne suis pas resté jusqu'au bout, c'est 3 heures. Mais la cathédrale était pleine à craquer de jeunes qui se faisaient baptiser. Donc, il y a un retour. La chaîne KTO s'était multipliée par 4. Enfin, bon, il y a un retour. Parce que la nature, je pense, a horreur du vide. Et puis, toutes les études montrent que c'était dans Fracture française, c'est une étude. Les gens disent: dans ma vie, je m'inspire de plus en plus des valeurs du passé. C'est 73% des Français qui disent ça. Et puis, en fait, moi, tout est parti de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Quand j'ai vu toute cette émotion qui était partagée dans le monde entier, et puis la mienne aussi. Du coup, j'étais à l'UMA à l'époque, à l'Humanité, et le directeur me dit: écoute, écris un texte. J'écris un texte. Et Les Passagers des cathédrales, qui était à la fin du bouquin. Et 2 jours après, il y a les gens de la Croix, du journal La Croix, qui m'appellent, qui me disent: Valère, on peut utiliser votre texte pour La Croix? Je dis: prenez-le. C'est la première fois que ça t'arrive, et ça. Voilà. Donc, voilà un texte qui est en même temps dans le journal L'Humanité, le communiste, et le journal La Croix.
Voilà. Donc, Journal La Croix, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un journal catholique. C'est un journal catholique, c'est vraiment le journal, parce qu'il y en a un autre qui s'appelle Témoignage chrétien, qui lui est issu de la Résistance, dans lequel j'ai beaucoup écrit à une époque, parce que c'est vraiment un journal engagé à gauche, quoi. La Croix, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment le journal. Donc, je vois que tu connais. L'UMA, La Croix, j'ai été journaliste, donc je connais un peu mon paysage médiatique quand même. Voilà. Mais l'UMA, La Croix, effectivement, c'est deux journaux qu'on n'imagine pas facilement publier le même texte, quoi. Donc j'ai essayé d'interroger un peu tout ça. Et donc je me suis inscrit à l'Institut catholique de Paris pour suivre des cours. Là, j'ai trouvé les cours étaient vraiment super. Pas du tout des cours, de prosélytes, quoi, des cours même matérialistes. Et puis, premier cours que je suis, c'est Introduction à la lecture de la Bible. En fait, la Bible, c'est une bibliothèque, quoi. C'est vraiment avec des textes militaires, des choses, bref. Et donc, je dis à la prof, parce que je dis, je vais me faire évaluer, je vais rendre un travail, quoi, pour être sûr d'avoir bien pigé. Alors, j'ai eu des bonnes notes à chaque fois, je suis content. Et donc, je lui dis, mais enfin, elle me dit, mais pourquoi vous êtes là, vous ? Je dis, voilà, j'écris un roman sur le communisme, le christianisme. Je dis, peut-être que... Elle me dit, mais non, c'est tout à fait ça, vous avez raison. Donc, ça m'a encouragé à continuer. Et donc, voilà, j'ai écrit ce roman. C'est des passagers, ce sont 5 personnages, dont 3 sont vraiment réels, notamment cet Iranien qui est sorti des geôles de Khomeini par miracle. Et puis les autres personnages sont notamment ce nonagénaire, qui lui est un vieux militant communiste et qui en fait est bénévole dans la cathédrale. Parce que comme il n'y a plus de parti communiste à cette époque-là, dans la ville, il s'emmerde, donc il va travailler dans la cathédrale comme bénévole. Et donc c'est un roman un peu philosophique, puisqu'on parle beaucoup de Diderot, qui interroge tout ça, mais qui interroge notre temps. L'action se situe en 2017, voilà, commence en 2017. Voilà, il y a une militante de L214, le rapport aux animaux, l'écologie, enfin toutes ces choses-là, quoi. J'ai envie de dire, quelqu'un disait, vous voulez comprendre dans quelle étagère, disait Coluche. Il y en a qui disaient, lisez le roman de Valère, vous verrez à peu près dans quel étage vous irez, quoi. C'est une espèce de point là-dessus. Alors, j'apporte pas forcément de réponse, mais déjà, il faut poser les bonnes questions, quoi. Et voilà, ces passagers de la cathédrale, on est tous des passagers sur Terre, dans une cathédrale ou non. Enfin, c'est un lieu où en fait les gens se retrouvent, communient, et même pas forcément, mais en tout cas c'est un lieu de rassemblement, quoi. Valère, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, dites donc. Venu, d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Dans l'émission. Donc, si vous avez envie de découvrir le roman d'idées, autour donc des questions du communisme et du christianisme et de leurs liens, n'hésitez pas. Donc, c'est Les Passagers de la cathédrale de Valère Staraszewski. C'est aux éditions du Cherche-Midi et c'est dans toutes les bonnes librairies. En tout cas, à Amiens, ils l'ont, que ce soit au Labyrinthe ou voilà. Ils l'ont. Ouais. Donc, ils m'ont dit qu'ils l'avaient. Dans toutes les bonnes librairies d'Amiens, ils l'ont. Et puis sinon ils le commandent. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Valère. C'est moi qui vous remercie. Cathy et Marie. Cathy et Marie, tout à fait. Merci. Cathy, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Eh bien, quant à moi, je vous souhaite une très belle après-midi passée sous le signe de la culture. Restez avec nous sur Happiness. Et il faut que je parle encore. D'accord, j'ai pas fait signe à Cathy. On peut parler du podcast surtout. On peut parler effectivement du podcast. Qui sera disponible dès cet après-midi. Dès cet après-midi. Et puis on est bien entendu sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et aussi sur le site www.happinessamiens.fr. Restez avec nous sur Happiness. À très vite dans votre émission Sam Culture.